Bonjour tous et toutes. Aujourd'hui, nous avons, surtout moi, la possibilité d'avoir deux personnalités. D'un côté, Elio Rodríguez Perdomo, ambassadeur de Cuba en France, et Ignacio Ramonet, journaliste, docteur en sociologie, un sociologue. Et je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui un débat, parce que la thématique, c'est très concret, c'est très clair. C'est sur la situation aujourd'hui à Cuba dans 3 points précis. Le premier, c'est le Covid aujourd'hui à Cuba. Alors, Elio, je voudrais savoir à Cuba, comment est arrivée cette maladie, comment a commencé à se propager. Et c'est quoi la situation à Cuba avec le Covid-19? Donc, merci beaucoup pour cette occasion de partager avec vous tous sur cette thématique tellement importante. Je salue aussi le grand ami Ignacio Ramonet d'avoir cette occasion de participer ensemble dans cet échange. Bon, d'abord, on s'est bien préparé à Cuba pour faire face à cette grande pandémie. Heureusement, nous avons un système de santé très fort. On a vraiment une école de médecine importante, un personnel très bien formé. On a eu toutes les conditions pour faire face à cette pandémie. Depuis le mois de mars, le pays a été touché. Évidemment, le virus a été importé à Cuba en tant qu'île. Évidemment, il y a eu des personnes qui sont arrivées au pays qui ont amené les virus. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter, malgré la décision qu'on a prise dès le début de fermeture des frontières. Depuis le mois de mars, à partir des chiffres qui ont été publiés hier soir, on a eu 4 459 malades à Cuba, des personnes contaminées par le virus. Déjà, on a eu 3 727 patients guéris, des personnes qui ont été déjà guéris. Aujourd'hui, nous avons dans des hôpitaux à Cuba 626 personnes internées dans les hôpitaux. Et alors, entre ces personnes, 614 sont dans un état stable, normal, sans aucune complication, mais malheureusement, on a un patient en état critique et 11 patients en état grave. On doit malheureusement dire qu'on a eu, depuis le mois de mars, 504 personnes décédées, malheureusement, malgré toutes les mesures qu'on a prises, 104 personnes ont décédé à Cuba. Mais heureusement, on a bien contrôlé la circulation du virus. On a pris des mesures de confinement dans une période déterminée. On a déconfiné les pays il y a quelques mois. Malheureusement, comme un peu partout, avec les vacances, la circulation des personnes, etc., au mois d'août, il y a eu une remontée de la circulation du virus qui nous a amené à prendre de nouvelles mesures de confinement à La Havane. Aujourd'hui, depuis le 1er septembre jusqu'au 15 septembre, on a encore confiné La Havane. On a pris des mesures supplémentaires pour contrôler la montée de la circulation du virus à la capitale. C'est une ville de 2 millions d'habitants. Évidemment, c'est toujours plus complexe dans les grandes villes. Plus récemment, on a eu aussi une augmentation de la circulation du virus à Ciudad de Ávila, au centre du pays. Là aussi, on a pris des mesures supplémentaires. Mais en tout cas, quand on regarde, quand on fait la comparaison avec d'autres pays, surtout latino-américains, bon, la situation est assez contrôlée. On a pris des mesures rapidement, de façon opportune, pour éviter que la situation se complique de façon considérable. La situation est bien contrôlée, est stable. Les gouvernements, les autorités ont travaillé vraiment très fortement pour
prendre les mesures nécessaires. La population a très bien réagi, malgré le fait que bon, les Cubains, vous savez, on n'est pas tellement connu dans le monde pour être discipliné toujours, mais il faut dire que la population a très bien réagi, a très bien compris la nécessité des mesures qui ont été prises et il y a eu vraiment une réaction très favorable de la population. Il y a sans doute un impact économique important partout dans le monde, y compris aussi à Cuba. Et la fermeture des frontières, la fermeture du tourisme, bon, le tourisme, vous connaissez, c'est un secteur très important pour notre économie, ce qui s'ajoute déjà aux conséquences du blocus économique américain des États-Unis et surtout l'application des mesures par l'administration Trump, on en parlera plus tard, mais malgré cela, l'État est en capacité de répondre à ces situations, de réagir, et nous avons toutes les conditions pour faire face à cette période difficile et sans doute nous en sortir avec des bons résultats. La mesure qu'on a prise au début, comme je vous l'ai dit, on a fermé les frontières, c'était nécessaire. Il n'y a pas eu un touriste qui est arrivé à Cuba depuis la fermeture des frontières. Et plus tard, quand les pays étaient déconfinés, on a décidé d'ouvrir, comme un premier pas, le tourisme sur les silos du nord et du sud de Cuba. La grande île de Cuba n'est pas ouverte pour le tourisme. Il faut que la situation soit bien contrôlée pour pouvoir réouvrir les frontières. C'est vrai que le tourisme reste un secteur très important pour notre économie, mais la priorité pour l'État, pour le gouvernement cubain, c'est la santé de la population. Il faut évidemment faire avancer l'économie. C'est pour cela qu'on travaille fortement à l'intérieur du pays, mais sans doute, on ne pourra pas réouvrir les frontières au tourisme international tandis que la situation ne soit bien contrôlée. Pas seulement à l'intérieur de Cuba, mais aussi au niveau international. On le voit aujourd'hui avec la situation telle qu'elle est en Amérique latine. C'est compliqué. Malgré cela, vous avez vu sans doute les nouvelles, on vient de rétablir les vols de Canada avec Cuba, des touristes qui vont commencer à arriver sur ces territoires qui sont déjà ouverts au tourisme. Les silos, los cayos, du nord et du sud du pays, les petits silos. Et là, c'est un premier pas dans lequel ça va nous permettre de peu à peu récupérer les secteurs touristiques et en même temps préparer les pays pour leur réouverture des frontières plus tard, dès que les conditions les permettront. Et il y a tout un travail qui se fait dans le secteur touristique, des prises de mesures sanitaires supplémentaires pour la réouverture au tourisme international, ça viendra plus tard. En tout cas, pendant l'été, le secteur touristique a été très dynamique à l'intérieur de Cuba. Les Cubains ont fait du tourisme à l'intérieur du pays, et ça a bien fonctionné, mais pour le tourisme international, ça va prendre évidemment un peu plus de temps. Ignacio, comment c'était cette expérience, ton expérience à Cuba? Enfermé pratiquement. Je ne sais pas si tu avais arrivé à sortir un jour, je ne sais pas. Raconte-nous ton expérience de cet enfermement à La Havana. Très bien, merci. Je voulais d'abord te remercier, Hernando, de m'avoir invité à participer à cette conversation. Et bien entendu, c'est un plaisir pour moi de converser avec toi et avec l'ambassadeur de Cuba, Helio Rodríguez Perdomo. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu cette expérience assez intéressante. J'étais à Cuba, d'abord à la Foire du Livre, et puis je devais aller au Mexique lorsque le Mexique a fermé ses frontières. Et donc, je suis resté coincé à Cuba. Et j'ai donc vécu en quelque sorte les 2 premiers mois de la pandémie à Cuba, les mois de avril, mai, juin, pendant 3 mois. Je suis rentré, j'ai pu sortir en juillet. Alors c'est très intéressant parce que ce qu'est en train de dire l'ambassadeur, j'ai dû le voir directement. C'est fin mars que les autorités ont pris la décision de fermer le pays. Il a été fermé début avril, finalement, au tourisme international. Les touristes qui étaient sur place ont été invités à quitter le pays. Et très vite, le pays s'est organisé. J'ai pu voir très directement l'extraordinaire capacité d'organisation de la société cubaine. Voilà, c'était un pays qui, comme dans les autres pays, par exemple en Europe, il y avait au début de la pandémie, on se souvient en avril en particulier,
Il n'y avait pas de masque, à Cuba non plus, et pourtant, très vite, les autorités ont demandé à la population de s'équiper en masque. Et au bout de quelques jours, l'ensemble des citoyens de l'île avaient des masques. Ils les avaient confectionnés eux-mêmes, avec des machines à coudre et avec beaucoup de solidarité. Et très vite, tout le monde avait des masques. Très vite, la décision a été prise qu'on ne pouvait pas voyager dans les transports en commun sans avoir des masques. Seules les personnes qui avaient des masques pouvaient y accéder, donc ça a été fait. Les autorités ont pris beaucoup de mesures. Il n'y a jamais eu, je dois dire, de confinement à Cuba. Il n'y avait pas d'obligation impérative, sous peine d'amende, comme ça s'est fait en France, par exemple, de rester à la maison, de ne pas sortir dehors. Ça n'a jamais été le cas. L'économie cubaine a toujours continué de fonctionner et les personnes qui devaient se rendre dans les secteurs économiques indispensables s'y rendaient. Mais les autorités ont pris des décisions, par exemple, de réduire les transports publics pour qu'il n'y ait pas de circulation, pas d'incitation à sortir. De la même manière, bien entendu, toute une série d'établissements, des bars, des restaurants, les notaires, etc., ont été, bien entendu, fermés. Mais il n'y avait pas de confinement, malgré tout. Il y avait seulement un conseil permanent, la télévision, la radio, inciter de manière permanente les personnes à prendre des précautions, à garder les distances de sécurité. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pu voir une très grande organisation. Par exemple, en ce qui concerne mon expérience personnelle, j'étais dans un hôtel, bien entendu. À l'hôtel, on nous prenait la température tous les jours. Il y avait un système médical qui a été instauré avec des infirmières. Il y avait évidemment une attention particulière aux quelques étrangers qui étaient restés coincés. On n'était pas très nombreux. On a été regroupés dans des hôtels avec une attention, je répète, médicale permanente. Toutes les personnes à Cuba de plus de 65 ans étaient invitées à rester chez elles, dans tout le pays, quel que soit leur métier, quelle que soit leur fonction. Par exemple, les présentateurs de télévision, l'un d'entre eux est très connu, qui est une personne qui a plus de 65 ans, n'est plus venu présenter le journal télévisé, il devait être chez lui. Mais ces personnes-là étaient invitées à ne pas sortir, même pas pour se ravitailler. Mais en revanche, il y avait une mobilisation des étudiants, et notamment des étudiants en médecine, qui passaient tous les jours apporter la nourriture à toutes les personnes âgées qui étaient chez elles. Une organisation tout à fait spectaculaire. Par ailleurs, ces mêmes étudiants en médecine, avec d'autres médecins, eh bien, passaient dans les maisons pour savoir s'il y avait des personnes âgées, pour prendre la température. Il y a eu donc un déploiement très spectaculaire. Et par exemple, malgré cette mobilisation et malgré ce sacrifice, parce qu'il a fallu arrêter le tourisme, comme vient de le dire l'ambassadeur, eh bien, Cuba a très vite prêté de l'aide à d'autres pays. Je dirais, par exemple, il y avait un navire de croisière britannique qui était dans les Caraïbes et qui avait des cas de Covid à bord, et aucun pays ne voulait le recevoir, même les pays du Commonwealth, parce que c'était britannique, et il y a des territoires britanniques dans les Caraïbes, personne n'a voulu le prendre, donc le bateau, ce navire de croisière était condamné à revenir en Europe, à son port d'attache, qui est Portsmouth, en Grande-Bretagne, et Cuba s'est prêté à faire une opération extrêmement compliquée, à accueillir les passagers, les a transportés à l'aéroport, les a montés dans 4 avions britanniques qui sont arrivés, et tout le personnel qui a participé à ce dispositif a été mis sous quarantaine, enfin sous quatorzaine. Personne n'a eu le Covid. Et donc, c'est une opération de solidarité, une opération humanitaire en direction de passagers de la Grande-Bretagne qui a été très bien vue, d'abord par la population cubaine et également, bien sûr, par la population britannique, parce qu'il y a eu une solidarité avec plusieurs milliers de personnes qui étaient errants, sans aide à travers les Caraïbes. D'autre part, je dois dire que les autorités, tous les jours, rendaient compte, le professeur Duran, devenu extrêmement connu maintenant à Cuba, hein,
disons, le docteur-chef en épidémiologie de Cuba, a fait un compte-rendu encore maintenant, tous les matins, 9 heures du matin. Il donne un résultat de façon très transparente, de façon très crédible, vérifiable, devant la presse nationale et internationale, de la situation générale, comme avec les chiffres, comme vient de les donner l'ambassadeur, de manière quotidienne. Et il faut également dire que, par exemple, les autorités au plus haut niveau, les ministres, le Premier ministre, le président de la République, pratiquement tous les soirs, venaient rendre des comptes pour mobiliser la population, pour donner des conseils de discipline. Et le résultat est là. Le résultat, c'est qu'effectivement, nous disons, il y a quand même les chiffres que vient de donner l'ambassadeur. Il y a, disons, il y a eu 5000 cas de personnes infectées. Il y a moins d'une centaine de morts à Cuba. On prend ça très au sérieux. Mais si on compare, Cuba est un pays, disons, de 11 millions d'habitants. Si on compare Cuba à deux pays qui ont également autour de 10-11 millions d'habitants, comme la Belgique ou la Suède, Cuba n'a pas 100 personnes décédées, la Belgique en a plus de 10 000 et la Suède en a plus de 12 000. Donc on voit bien qu'avec le peu de moyens qu'a Cuba, quand même ils ont démontré ce que nous savions déjà, comme tu l'avais écrit dans un article qui a eu beaucoup de retentissement, c'est que Cuba est une grande puissance médicale. Et à notre grande surprise, alors que le pays était mobilisé pour combattre l'épidémie dans toute l'île, dans toutes les villes de l'île, etc., eh bien très vite, il y a eu l'information que Cuba commençait à envoyer des brigades Henry Reeves à l'étranger, notamment quand même dans une des régions les plus développées et les plus riches du monde, qui est le nord de l'Italie. La Lombardie et la Toscane, ce n'est pas la Sicile ou la Calabre. Ce sont des régions d'Italie qui sont parmi les plus riches de l'Union européenne, mais qui étaient complètement débordées par la pandémie, comme c'est arrivé dans d'autres régions d'Europe, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne. Et Cuba a envoyé des délégations de dizaines de médecins, de personnel sanitaire, et très vite, voilà, aujourd'hui, Cuba a envoyé dans une cinquantaine de pays, dont des territoires français par ailleurs, puisque nous parlons de la France, notamment en Martinique. Toutes les mesures qu'on a prises à Cuba, en même temps, comme c'est notre tradition, on a répondu aussi, Hernando, à la demande internationale. Comme vous le savez, il y a eu des demandes des pays, des régions, des territoires, et à partir de ces demandes, nous avons envoyé des brigades médicales à pas mal de pays. Aujourd'hui, j'ai ici la chiffre exacte, pour vous dire exactement, on a envoyé des brigades médicales à 38 États, à 5 territoires des Caraïbes, Anguille, les îles Vierges, les îles Turques Caïques, Montserrat et Martinique, territoire français d'outre-mer. Mais on a envoyé des brigades médicales à des pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, d'autres pays des Caraïbes, en Afrique et au Moyen-Orient. Même en Europe, on a envoyé des médecins cubains en Andorre, au nord de l'Italie, etc. C'est-à-dire que la tradition d'internationalisme cubain, on les voit aujourd'hui dans le cadre de cette pandémie, notre coopération internationale s'est renforcée. Il y avait déjà des brigades médicales cubaines qui travaillaient dans beaucoup de pays du monde, qui continuent à travailler, et en plus, l'envoi de ces brigades supplémentaires à des pays qui ont fait des demandes spécifiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Magno, on va parler exactement de ces thématiques que vous avez déjà commencé, l'ambassadeur et toi, Ignacio. C'est l'internationalisme médical cubain, la coopération médicale internationale, qui a commencé à débuter en 1963 en Algérie. Oui, tout de suite après que l'Algérie s'est indépendantée de la France. J'ai ici qu'en 2016, c'est la dernière, excusez-moi, mais c'est la dernière quantité ou date que j'ai trouvée, c'est que l'année 2016, il y a 4 ans, on avait 50 000 médecins cubains présents dans 72 pays.
c'est une quantité incroyable. Et, et d'où vient ça, cette, cette façon d'être ou de la révolution cubaine? Bon, comme tu l'as dit, c'était vraiment, dès le début de la Révolution, c'était une des principales priorités de notre politique extérieure, c'était la solidarité internationale, l'internationalisme de la Révolution. On l'a mentionné depuis le début des années 60, la coopération avec des pays africains, des pays des différentes régions. Il y a eu, depuis le début des années 60, plus de 400 000 personnels de la santé cubains qui a donné de la coopération dans 168 pays du monde. Plus de 400 000 dans plus de 168 pays du monde, de toutes les régions du monde. C'est vraiment une coopération très importante pour un petit pays de 11 millions d'habitants, avec des limitations économiques, financières, etc. Mais c'est à cause de la préparation, tout ce qui a investi la révolution cubaine dans la formation de l'homme. La richesse, la grande richesse de notre pays, c'est l'homme, la formation de l'être humain. Nous avons des ressources humaines très importantes, avec une préparation très complète qui nous a permis de donner cette coopération. Coopération internationale aux pays qui le demandaient. Alors aujourd'hui, tu mentionnais les chiffres, aujourd'hui il y a plus de 40 000 encore personnels de la santé de Cuba qui travaillent dans plus d'une soixantaine de pays du monde. C'est une tradition qui est maintenue et notre engagement c'est de continuer avec cette priorité de notre politique étrangère, c'est d'aider les pays qui ont besoin à partir des capacités que nous avons des ressources humaines. On l'a fait pendant l'histoire de la Révolution et aujourd'hui, nous continuerons à le faire pendant que les conditions les permettent. On les voit aujourd'hui en Amérique latine, au Venezuela, au Mexique, dans d'autres pays. On les voit dans les départements d'outre-mer. On a mentionné la Martinique. Nous avons exprimé aux autorités françaises aussi notre disposition à éventuellement élargir cette coopération à d'autres territoires français dans les Caraïbes, la Guyane, la Guadeloupe, etc. Mais aussi en Afrique, on a beaucoup de présence des médecins cubains, du personnel de la santé cubain dans beaucoup de pays africains, même dans les pays du monde arabe. C'est notre engagement de continuer à donner cette coopération, pas seulement dans les domaines de la santé, même si c'est la plus significative, mais aussi dans d'autres domaines. Il y a des professionnels cubains qui travaillent en tant qu'assistants dans beaucoup d'autres pays, dans le domaine de l'éducation, par exemple. Cuba a créé des programmes de formation, d'alphabétisation en différentes langues pour les personnes qui ne savent pas lire et écrire. On a donné aussi cette coopération d'assistance éducative dans pas mal de pays aussi, en Amérique latine, en Afrique, etc. Et aussi dans d'autres niveaux, dans d'autres secteurs importants. Pour nous, c'est aussi essentiel de continuer à développer la coopération scientifique. Bon, sûrement, on en parlera. La Révolution a beaucoup investi depuis le début des années 70 dans les secteurs scientifiques à Cuba. On a créé un grand pôle scientifique à La Havane et dans d'autres villes de Cuba. On a développé la recherche scientifique, tout ce qui est lié à la génétique et la biotechnologie. On a des institutions scientifiques importantes de Cuba avec beaucoup de personnel qui a été préparé pendant des années. Et ça nous a permis aujourd'hui d'arriver à la lutte contre la COVID-19 dans des conditions très favorables, à partir des médicaments que nous produisons à Cuba, des antiviraux, etc. Et ça nous a permis, bon, c'est bien connu déjà, la nouvelle, de commencer à travailler dès le début dans la recherche pour un vaccin cubain contre la COVID. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, on a annoncé déjà les débuts des essais cliniques pour les vaccins cubains, Soberana 01. C'est le premier vaccin en Amérique latine et les Caraïbes qui est
a commencé la phase d'études cliniques. On a commencé pour un premier groupe. Déjà, on a passé à un deuxième groupe. On va l'élargir à un troisième groupe, à peu près en total 700 personnes. Et nous espérons pour la fin du mois de janvier d'être en capacité d'avoir les résultats finaux des essais cliniques de ces vaccins afin d'éventuellement, déjà, comme on l'espère bien, pouvoir commencer à l'utiliser à partir du mois de février. Les premiers résultats sont très favorables, très positifs, et ça démontre les résultats de tout ce qu'on a investi chez nous dans le secteur scientifique et la recherche scientifique. Maintenant, je me souviens, je me rappelle que surtout les États-Unis, la propagande des États-Unis, que plusieurs journaux européens ont repris, c'est que ces médecins sont exploités pour l'État cubain. Comment se passe avec... je crois que c'est important que les gens connaissent, par exemple, les médecins qui sont venus en Italie il y a quelques mois, et bon, depuis 1963, il y a commencé cet internationalisme médical cubain. Ignacio, tu peux nous dire quelque chose sur ça et après, Elio? Moi, je peux dire... Parce que c'est une campagne terrible. Très... Oui, je peux dire un mot. Bien entendu, l'ambassadeur connaît ça beaucoup mieux que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une campagne misérable parce que, si tu veux, ce projet d'internationalisme, disons, sanitaire, en quelque sorte, l'idée d'envoyer des médecins pour soigner les populations en détresse, est une idée matricielle de la révolution cubaine. C'est une idée qu'exprime Fidel Castro dès le début. Il s'agit effectivement d'avoir deux projets humanitaires très larges, que sont l'éducation, libérer les gens finalement de l'obscurité de l'analphabétisme, et d'autre part, libérer les gens, et notamment les plus pauvres, de la fatalité de la maladie. D'autant que dès le début de la Révolution, l'une des manières d'attaquer la Révolution cubaine de la part de l'impérialisme américain, ça a été d'encourager le départ des médecins cubains. Et l'île a été quasiment vidée de ses médecins dans les premières années de la Révolution, puisqu'il y avait en quelque sorte une promesse qui était faite aux médecins qu'ils auraient des conditions bien meilleures aux États-Unis. Et disons 80 ou 90% des médecins de l'île sont partis. Donc il a fallu reconstruire la structure médicale du pays sur la base des quelques médecins qui étaient restés. Alors, il faut savoir que Cuba est parti avec un énorme handicap. La révolution cubaine est partie avec un énorme handicap. C'est-à-dire non seulement le pays avait déjà peu de médecins, et ils étaient concentrés dans les grandes villes, mais très vite, ces médecins sont partis, les grands spécialistes sont partis, et il est resté un petit groupe de médecins, mais très révolutionnaires. Sur cette base, Fidel Castro a bâti l'une des plus grandes puissances médicales du monde, parce que Cuba est un des pays qui a un nombre de médecins par 1000 habitants qui est le plus élevé du monde. Donc, sur cette base, il y a... et d'autre part, très vite, Fidel Castro a dit que le projet de solidarité de Cuba avec, disons, l'humanité, c'était pas de diffuser les idées de la révolution, etc. C'était bien sûr aussi, si c'était nécessaire, mais avant tout, c'était de venir en aide aux gens. Et que si des pays demandaient l'aide de Cuba, Cuba prêterait ses médecins dès qu'elle serait en mesure de le faire. Et elle a été très vite en mesure de le faire. Tu as cité tout à l'heure l'aide médicale que Cuba a envoyée en 1963, en se privant elle-même de médecins qui étaient indispensables pour la population cubaine. Elle a voulu partager le peu de médecins qu'elle avait avec la population algérienne qui venait d'obtenir son indépendance en 1962. Donc, c'est une longue tradition. Et ceci s'est intensifié ensuite, d'une part, d'abord avec les pays qui étaient plus proches, ensuite avec d'autres pays, notamment quand il y a eu le tremblement de terre au Pakistan dans les années 80. Donc, il y a eu une solidarité très grande, alors qu'il n'y a pas de relation, disons,
idéologique entre le Pakistan et Cuba. Et aujourd'hui, Cuba envoie ses médecins dès que des pays le lui demandent. Sur cette base, la contre-révolution, et notamment la propagande américaine, a voulu dire que ces médecins étaient surexploités, que c'était du travail esclave. C'est une campagne qui est conduite contre Cuba. Il est certain que Cuba, comme tous les pays du monde qui vendent des services, qui échangent des services, eh bien, bien entendu, passe des accords avec des pays pour que ces services soient rémunérés. Bien entendu, tous les pays qui, en quelque sorte, reçoivent ces services ont fait l'économie de formation. Donc, c'est un accord entre deux pays comme il y a sur d'autres secteurs. Cuba est aujourd'hui un pays qui a un des rares pays, disons, du Sud, des pays en voie de développement, qui exportent des services plus qu'autre chose, ce qui est une caractéristique des pays développés. Mais par ailleurs, et très concrètement, parce que tu posais la question tout à l'heure des médecins qui ont été envoyés en Italie, les médecins qui ont été envoyés en Italie ont été envoyés en Italie gratuitement. C'est Cuba qui a assumé tous les frais. Pas un centime, je parle quelqu'un, enfin, ça peut être vérifié, ces médecins sont allés pour aider la population italienne et il y a eu un accord entre États, bien entendu, notamment entre régions, entre les régions italiennes et Cuba, mais il n'y a pas eu de rémunération, puisque Cuba a estimé que la population était dans une situation de véritable détresse, et donc c'est une aide qui a été apportée dans une situation très exceptionnelle. Ce n'est pas des médecins qui vont rester là. Et la plupart des interventions de la brigade Henry Reed, qui est cette brigade d'intervention immédiate, d'intervention rapide pour aider, sont des interventions qui ne se font pas contre paiement. Il y a peut-être des frais qui sont payés, mais ce n'est pas contre paiement. Il faut distinguer l'action de la brigade Henry Reed, qui est en quelque sorte, qui sont des pompiers sanitaires, en quelque sorte, qui interviennent quand il y a un tremblement de terre, une détresse, une épidémie, etc. Ça. Et puis, la collaboration médicale cubaine, dont l'ambassadeur vient de nous dire que c'est avec 166 pays, il y a eu jusqu'à présent, la collaboration médicale cubaine, c'est autre chose. C'est un contrat de longue durée avec l'installation des médecins pendant très longtemps. Mais par exemple, il y a 2 ans, Cuba a été le pays qui a le mieux intervenu en Afrique pour combattre l'Ebola. L'Ebola était hors de contrôle, hors de contrôle. Aucun pays du monde ne voulait intervenir. L'Europe, tout l'ensemble de l'Europe n'a envoyé aucun médecin. Les États-Unis n'ont envoyé aucun médecin. Ils ont envoyé du matériel, mais pas de médecins. Le seul pays du monde qui a envoyé des médecins, c'est Cuba. Ils sont allés sur le front de l'Ebola. Ça a été très bien décrit. Il y a des livres qui racontent ça. Hein. Ils sont allés sur le front et ils ont arrêté l'épidémie qui aurait pu se répandre dans le monde. Hein. Alors, ils étaient en première ligne. Il faut quand même rappeler que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec la Covid, aucun pays du monde n'a envoyé des médecins chez des autres pays. Il y a une petite collaboration médicale, par exemple, l'Allemagne a accepté des malades français ou la Belgique a pu envoyer des malades en France, mais combien de médecins américains sont intervenus en Espagne ou en Italie ou en France quand il y avait cette épidémie qui échappait à tout contrôle, quand il y avait un débordement de tous les hôpitaux? Combien de médecins sont arrivés d'autres pays? Il n'y a que la Russie qui a envoyé du matériel et des médecins ponctuellement, la Chine qui a envoyé beaucoup de matériel dans beaucoup de pays. Le seul pays qui a envoyé dans une 50aine de pays des médecins, du personnel sanitaire pour affronter la maladie, pour affronter les conséquences concrètes de l'épidémie et pour la combattre, c'est Cuba, à l'échelle du monde, dans cette crise que nous sommes en train de vivre, qui est une des crises sanitaires les plus importantes de l'histoire. On la compare avec la peste noire, on ne sait pas quand est-ce qu'on en sortira. Qui plus est, comme vient de dire l'ambassadeur, dans ce combat, j'étais présent à La Havane et j'ai vu comment le gouvernement cubain travaillait directement avec les scientifiques.
comment les scientifiques, l'ensemble des scientifiques qui ont créé à Cuba, il n'y a pas que des médecins, il y a une base scientifique, comme vient de le dire, de recherche fondamentale en matière de médicaments. L'un des principaux éléments d'exportation de Cuba, ce sont les médicaments. Cuba exporte des services, et parmi les exportations de Cuba, les plus importantes, ce sont des médicaments. Cuba produit des médicaments qui n'existent nulle part au monde. Notamment pour cette épidémie, beaucoup de pays du monde ont acheté l'interféron B que produit Cuba et qui a été un des éléments qui a été utilisé pour combattre avec les moyens du bord cette maladie pour laquelle nous n'avons pas de médicaments, nous n'avons pas, pour l'instant, à l'échelle internationale, nous n'avons pas de thérapie, il n'y a pas de thérapie. Hein. Il y a une manière d'aider le malade à supporter les conséquences de l'intervention du virus, mais il n'y a pas de thérapie. Eh bien, parmi les éléments de thérapie qui existent à l'échelle internationale, un des médicaments, c'est l'interféron B, produit et inventé, mis au point par Cuba. Et par ailleurs, il y a maintenant effectivement cette recherche du vaccin. C'est le seul pays d'Amérique latine qui a une recherche autonome, c'est-à-dire avec ses propres scientifiques, avec ses propres recherches en matière de médicaments et en matière de vaccins, je veux dire. Et donc, tout cela fait que cette campagne misérable qui est faite contre Cuba est l'une des plus, disons, des plus indignes. Parce que je voudrais ajouter un mot, si tu permets, Hernando, pour dire que dans le cadre de cette solidarité médicale générale, Cuba a eu une idée, et en particulier le président Fidel Castro et aussi le président Hugo Chavez, ont eu l'idée de développer spécifiquement une opération, en quelque sorte, en direction des personnes qui souffrent de la vue, qui souffrent des yeux, des aveugles, ce qui s'appelle l'opération Milagro. Hein? Et il faut savoir que Cuba a développé des techniques d'intervention pour opérer notamment les cataractes, mais toutes les maladies des yeux. Et actuellement, dans le monde, des millions de personnes ont retrouvé la vue. Des millions de personnes, des adultes et des enfants, ont retrouvé la vue grâce à cette opération Milagro qui s'est répandue dans beaucoup de pays d'Amérique latine, dans beaucoup de pays d'Afrique également. Donc, ce sont des opérations qui sont de solidarité humanitaire. On ne peut pas les appeler autrement. Il n'y a rien de politique là-dedans. On aide tout le monde. L'un des cas les plus spectaculaires, Hernando, c'est que quand on a installé un hôpital ophtalmologique en Bolivie, au début quand Evo Morales était président, l'un des premiers malades qui a été soigné dans cet hôpital ophtalmologique de Bolivie, c'était le militaire Terán qui a tué Che Guevara. Et c'est lui qui a été opéré. On lui a rendu la vue, les cubains, les médecins cubains. Donc, ce sont des médecins qui ne distinguent pas, bien entendu, politiquement. Ils interviennent pour apporter la santé. Donc, c'est d'autant plus misérable de faire cette campagne contre cette opération, et notamment contre les brigades Henri Rive. Et je termine sur un mot. Henri Rive était un volontaire américain qui s'est porté volontaire pour venir lutter auprès des Cubains, des médecins, auprès des Cubains, à la fin du 19e siècle, pour lutter pour la libération de Cuba contre l'empire colonial espagnol de l'époque. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou je Non, te pose une seulement petite question. ajouter Ignacio a parlé de l'opération Miracle, l'opération Milagro. Plus de 3 millions de personnes ont récupéré la vue dans plus de 30 pays du monde. C'est vraiment un projet magnifique, un projet exemplaire mené par Fidel et Hugo Chavez avec un fonds très humaniste, très humanitaire, et les résultats est là. Plus de 3 millions de personnes qui ont récupéré la vue. Des campagnes américaines, on en est habitué. Hein. Au début des années 60, c'était Cuba, les satellites soviétiques. Après Cuba, les pays qui exportent la révolution partout dans le monde. Plus tard, c'était les campagnes sur les droits de l'homme cubains. Enfin, c'est toujours un prétexte qu'utilisent les États-Unis, les gouvernements américains, pour essayer de soutenir
leur politique contre Cuba. Une politique qui est complètement isolée aujourd'hui dans le monde. Vous le savez, depuis 1992, 27 années consécutives, l'Assemblée générale des Nations unies se prononce très largement contre l'application d'un blocus économique, commercial et financier contre Cuba. La vérité, la grande réalité, c'est que les États-Unis sont complètement isolés dans leur politique à l'égard de Cuba. Complètement isolés. Et pour essayer de justifier cette politique qui n'a pas de soutien dans le monde, ils utilisent n'importe quel prétexte. Ils ne peuvent pas accepter l'exemple de Cuba, c'est la grande réalité. Le fait que ces petits pays souverains et indépendants soient capables d'envoyer des médecins à des pays qui les demandent, pour eux, ce n'est pas acceptable pour ces gouvernements, surtout pour cette administration américaine. C'est pour cela qu'ils inventent n'importe quel type de campagne. Mais la réalité, c'est que les faits sont là. Il y a la reconnaissance internationale, le fait que des pays indépendants et souverains demandent à un pays comme Cuba de l'aide pour faire face à une pandémie, pour soutenir ou venir en soutien de leur système d'éducation, de leur système de santé publique. L'exemple d'Haïti, hein, un pays qui a une situation économique, parfois politique, un peu compliquée. Nous, ça fait déjà des années qu'on a, depuis les tremblements de terre, déjà à l'époque, on avait des médecins qui travaillaient en Haïti, et les médecins sont toujours restés là-bas. Nous avons une coopération qui a une base humanitaire internationaliste. Les États, les pays qui ont des situations économiques plus favorables, alors là, évidemment, comme pays souverain indépendant, on signe des contrats en tenant compte des intérêts des deux parties et on développe ce type de coopération, soit au niveau de la santé, de l'éducation ou d'autres. Mais comme Ignacio l'a bien mentionné, tout ce qui a été fait dans les cas des désastres naturels et des pandémies, comme maintenant avec la COVID-19, ça s'est fait sans aucun bénéfice économique pour Cuba. C'est la grande réalité. Les pays qui reçoivent la coopération, ils prennent en charge le transport des médecins cubains et les séjours des médecins. Et l'État cubain ne reçoit rien, aucun bénéfice économique pour cette coopération. C'est la grande réalité. Après, les campagnes vont continuer. Pendant que l'impérialisme existe, ils ne vont jamais accepter l'exemple d'un petit pays à 150 km de la frontière qui défend sa souveraineté et son indépendance. Mais nous, on est habitués à cela, et avec aussi la solidarité internationale, parce que c'est la réalité, nous, on n'est pas du tout seuls, on compte sur le soutien, l'amitié et la solidarité des millions de personnes de partout dans le monde. Des associations d'amitié qui existent dans tous les continents, donc presque tous les pays du monde, qui défendent la réalité de la révolution cubaine. Comment vous faites pour développer pas seulement la médecine, les sports, l'éducation? Comment vous faites? C'est un choix politique. On a fait une révolution pour vraiment avoir le contrôle d'un pays, avoir le contrôle de la souveraineté de l'économie d'un pays. Et c'est là vraiment le fait d'avoir développé une véritable révolution sociale, politique et économique qui nous a permis d'être les maîtres de notre destin, du point de vue pas seulement politique, mais aussi économique. Au fond, Hernando, c'est un choix politique. C'est un choix de justice sociale, une véritable révolution sociale pour que les gens, les peuples soient dans le centre de la politique. Comme Ignacio l'a mentionné, les priorités avec la révolution, c'était les programmes de Fidel depuis l'attaque à la caserne Moncada en 1953, c'était de donner au peuple cubain, aux Cubains, ce qu'ils méritaient dans une société, de vivre comme des êtres humains, d'avoir accès à ce qui est essentiel dans la vie, la santé, l'éducation, tout, la culture, les sports, et en même temps de développer une économie soutenable, indépendante. Malgré les blocus économiques et commerciaux, malgré toutes les mesures appliquées contre notre pays, malgré la guerre économique, politique, diplomatique
contre Cuba, on a réussi à développer un modèle qui fonctionne, qui est devenu un exemple pour le monde dans pas mal de secteurs, y compris dans les domaines de la santé, l'éducation, etc. Il y a des défis, évidemment, et nous en sommes conscients. Il y a des problèmes à résoudre. On a commis des erreurs, on n'est pas parfait, évidemment. Comme n'importe dans quelle société, on a commis des erreurs. Et aujourd'hui, comme toujours, notre volonté, c'est de continuer à défendre notre souveraineté, notre indépendance, de rester les maîtres de notre propre destin, nous les Cubains, de développer notre pays et de continuer à construire une société juste, humaniste, soutenable et forte et du point de vue économique. C'est ça notre programme, c'est ça la ligne sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je crois, nous avons, toi et moi, parce que nous avons déjà parlé, signé un appel pour que le prix Nobel de la paix soit donné aux médecins cubains, surtout aux médecins internationalistes de la Brigade Revé. Et pour finir, parlez-nous de ça et que les gens connaissent, ceux qui ne connaissent pas encore, l'importance, pas seulement l'importance, non, pas ça, non. Les droits, je crois que c'est les droits, que cette brigade, pour tout ce que vous avez parlé pendant tout ce temps, mérite ce prix Nobel de la paix, Ignacio. Alors, Hernando, d'abord, je voudrais, si tu permets, ajouter un élément, à une anecdote, à la question que tu as posée tout à l'heure à l'ambassadeur, quand tu disais comment ce pays, avec toutes les difficultés que crée le blocus, un blocus impitoyable, un blocus dont les gens n'ont pas idée de la brutalité de ce blocus, qui s'est d'ailleurs extrêmement renforcé sous la présidence de Donald Trump. Comment ce pays arrive à faire tout ce qu'il fait, et notamment à aider tellement de gens à travers le monde. Bien, un jour, une écrivain italienne qui s'appelle Alba de Céspedes et qui est descendante de Carlos de Céspedes, l'un des grands pères de la révolution, de l'indépendance de Cuba au XIXe siècle, Alba de Céspedes a demandé à Fidel Castro de lui poser la même question. Il lui a dit, mais dites-moi, commandant, comment vous faites pour construire des écoles, des hôpitaux, des mesures sociales, etc. Comment, alors que c'est un tout petit pays, que vous êtes en plus bloqué? Et Fidel Castro l'a regardé comme ça gentiment, il lui a dit, nous faisons tout cela avec amour. C'est par amour et avec amour que nous faisons ça. Hein? Et voilà, c'est le fond même de cette caractéristique de la révolution cubaine dont nous parlions tout à l'heure, c'est ce caractère de solidarité, ce caractère humaniste de la révolution, avant toute chose, qui est le fondement de ce projet. Mais je crois que cette solidarité humaniste se matérialise très concrètement dans cette brigade Henri Rives. Dès qu'une catastrophe se produit dans le monde, les autorités cubaines sont prêtes, si le pays l'accepte, à envoyer des médecins, des infirmiers, des spécialistes, et ces brigades, notamment en ce moment de la pandémie, en ce moment où la pandémie est la principale préoccupation, bien entendu sanitaire du monde, ces brigades, je répète, sont dans une cinquantaine de pays, et Cuba est le seul pays qui a fait cette démonstration, déploiement de solidarité. Je crois que ça mérite le prix Nobel de la paix. Si effectivement, toi et moi, et beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnalités à travers le monde, en ce moment, demandent le prix Nobel de la paix pour la brigade Henri Rives, c'est parce que rien de plus beau, tout simplement,
ne s'est produit à l'occasion de cette Covid, où il y a eu beaucoup de sacrifices. Dans beaucoup de pays, les médecins, les personnels sanitaires ont fait énormément de sacrifices. Mais à l'échelle internationale, rien de plus beau ne s'est produit que ces interventions de la brigade Henri Rives, qui ont là, actuellement, sous nos yeux, sauvé des milliers et des milliers de personnes. Actuellement, des milliers de personnes. Ils ont réussi à combattre là où ils étaient, en Lombardie, en Toscane. Ils sont rentrés maintenant à Cuba. Ils ont réussi à contrôler l'épidémie. Et ce prix Nobel de la paix serait non seulement pour ce que la brigade Henri Rives a fait actuellement, mais également ce qu'elle est en train de faire depuis des années. Ce que je viens de raconter de l'Ebola, dont les gens ont oublié que ça a été capital. C'est la brigade cubaine, Henri Rives, qui, en intervenant en Afrique, a évité que l'épidémie sorte de l'Afrique, s'étende à travers le monde et nous affecte comme nous affecte le coronavirus SARS-CoV-2 actuellement. Donc, cette brigade, s'il y a une justice dans ce monde, c'est la brigade Henri Rives qui mérite le prix Nobel de la paix. Merci beaucoup, Ignacio Ramonet. Merci beaucoup, l'ambassadeur Helio Rodríguez Perdomo. Bon, no travaillé, et non, bon, vous savez travailler, et non, comme toujours, j'ai appris beaucoup de choses. Toujours, on a appris avec Cuba, on a appris tout le temps des choses, surtout avec des personnalités comme vous. Je voudrais remercier à Santiago Benedetti en Argentine, que c'est la personne qui est en train de nous enregistrer, de faire ce travail pratique. Merci beaucoup. Merci. Et Merci. a la revolución cubana en avant. Merci beaucoup. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Helio. Hasta pronto. Merci, merci. Hasta pronto. Un abrazo grande. Abrazo.